Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Pole Position, l'émission des juristes innovants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Moana Baruel, qui est responsable juridique senior chez Carrier, Elvire Mazet et François-Xavier Awatar, qui sont tous les deux avocats associés au sein de CMS Francis Lefebvre. Voilà, et on a le plaisir de les recevoir dans ce lieu. Les personnes qui ont pu assister aux deux premières émissions ont pu constater qu'on a changé de décor. Nous sommes aujourd'hui dans un hôtel particulier au centre de Lyon qui s'appelle les Clés de Juliette, qui est un lieu d'expression, si vous voulez, où se côtoient les amoureuses et les amoureux du beau, si vous voulez, de l'art de vivre à la française. Un lieu où chacun raconte ses histoires et si vous voulez rêver, c'est déjà raconter ses histoires. Voilà, c'est comme ça qu'on présente ce lieu. Je vais laisser mes invités se présenter. Et avant, j'ai oublié de me présenter moi-même. Je suis Valère Sed, directeur marketing produit chez Legal Pilot et j'ai le plaisir d'animer cette émission aujourd'hui. Voilà, si tu veux te Bonjour, présenter. donc Moana Baruel, je suis responsable juridique senior chez Carrier France. Je suis en charge des entités françaises de Carrier pour la partie business, donc sales, plutôt distribution. Et j'ai aussi en charge de supporter la supply chain au niveau Europe. Voilà, je manage une équipe de 2 personnes et on est en Europe une quarantaine de personnes sur la fonction juridique. Super. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour l'invitation, Valère. Avec plaisir. Elvire Mazet, je suis avocat associée au sein du cabinet CMS à Lyon. Et donc, nous sommes une équipe composée de 8 avocats, vraiment spécialisés donc, en droit des contrats et en négociation contractuelle, donc commerciale. Vraiment, notre cœur clientèle, c'est les négociations entre industriels et distributeurs. Et puis, on englobe effectivement toutes les compétences juridiques nécessaires pour ce deux types de clients. Donc, voilà. Et sans compter l'équipe de François-Xavier. Super, notre expert de la franchise qui va se présenter. Bonjour à tous, bonjour Valère. Déjà, un grand merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc, François-Xavier Awatar, je suis avocat associé au sein du cabinet Francis Lefebvre. Je manage une équipe d'une douzaine de personnes et on est spécialisé en droit de la distribution, conseil et contentieux, avec une petite hyper spécialisation en droit de la franchise. On accompagne des têtes de réseau, tant dans leur création de réseau que dans leur développement de leur enseigne, ainsi que de leur contentieux au quotidien. Super. Ben, merci à tous les trois d'être présents et aussi merci à Simon Hayek qui est propriétaire des lieux et qui nous accueille aujourd'hui. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On est aujourd'hui ici présent pour parler de négociations contractuelles. Est-ce qu'on peut déjà commencer par peut-être est-ce qu'il y a une distinction entre négociation contractuelle et négociation commerciale? Alors, pour ma part, en entreprise, souvent, ce qui va se passer, c'est que la négociation commerciale, elle va être un préalable à la négociation contractuelle. Mais moi, ce que j'essaye d'amener et ce que j'essaye de voir, c'est que les deux, en fait, vont de pair. Et donc, ce que je fais, en tout cas, et ce que j'essaye de faire, c'est que je prépare, en fait, mes clients internes à une bonne négociation commerciale pour ensuite pouvoir avoir une négociation contractuelle qui finalement va se réduire à peu de sujets pour avoir surtout un contrat qui soit équilibré et qui soit vraiment le reflet de la négociation commerciale. Donc, plus on prépare en amont finalement la négociation commerciale, mieux la négociation contractuelle se passera. Donc en fait, oui, c'est un peu séparé, mais finalement, ça va aussi de pair. Quand je parle de préparation, je parle déjà, pour moi, des commerciaux qui sont préparés à connaître très bien leur CGV et les maîtriser, et savoir comment les utiliser dans la négociation commerciale, va ensuite faciliter la négociation contractuelle, puisque finalement, tous les sujets de la négociation contractuelle auront été déjà préalablement vus pendant la négociation commerciale, peut-être hors négociation purement tarifaire, j'ai envie de dire. Et du coup, lorsqu'on se présente en négociation contractuelle, on est évidemment plus serein. Il y a toujours des points de discussion, il y a toujours des éléments qui sont challengés, j'ai envie de dire. Mais voilà, moi je le vois comme ça et je vois vraiment le rôle. Alors je parle du commercial, mais je parle dans le sens large du terme. Ça peut être un acheteur comme un vendeur.
et le juridique, vraiment un binôme, qui va mener cette négociation finalement générale, je dirais, pas que commerciale ou contractuelle, ensemble, et qui va essayer d'aboutir à un contrat qui est équilibré et qui défend l'entreprise, mais qui permet aussi à l'entreprise de mener à bien ses projets. C'est comme ça que moi, dans l'entreprise, je le vois. Après, c'est vrai que je pense qu'au niveau de mes collègues avocats, c'est un petit peu différent parce qu'ils interviennent à des différents niveaux, on va dire. Pas tant que ça, finalement. Moi, je te rejoins complètement sur ton propos. C'est vrai qu'il y a deux choses. Nous, dans notre équipe, on intervient beaucoup dans les relations industrie-commerce avec Olivier Leroy. Et c'est vrai que c'est un secteur qui a été obligé d'intégrer très tôt le juridique en fait, dans les négociations, parce que ça fait des années effectivement que ce secteur-là est très réglementé. Et le commerce et les opérationnels, et les acheteurs également surtout, ont très bien compris qu'il fallait utiliser le juridique non pas comme un système de formalisation du résultat de la négociation commerciale, mais vraiment comme un outil pour négocier. Et qu'en fonction des secteurs, et des secteurs qui l'ont très bien compris, ils l'utilisent très bien, voire trop bien, et d'autres à l'inverse, dans des secteurs où peut-être que le juridique est encore moins présent, ou des opérationnels qui n'ont pas encore compris le côté stratégique du juridique, l'utilisent un petit peu comme en pompier ou en dernier recours. Et je pense que c'est vraiment ça. Alors, toi, tu dois le vivre en entreprise, et nous, en qualité d'avocat, c'est vraiment, on accompagne à la fois les directions juridiques, mais à la fois les acheteurs et aussi les commerciaux. Plus tôt on les accompagne, le plus tôt ils comprennent l'intérêt de soulever les arguments, de s'appuyer sur les textes. Et tout ça, petit à petit, devient un global, la négo commerciale et juridique. Et d'ailleurs, nous, dans les textes, au niveau du code de commerce, la négociation commerciale est inscrite dans le texte de 441.3. Donc, en fait, elle devient aussi, finalement, juridique, que ce soit de l'offre jusqu'au résultat. Aujourd'hui, elle est complètement balisée par ces textes-là. C'est vrai. François-Xavier, je rejoins évidemment Moana et Elvire. Je trouve que l'enjeu aujourd'hui de l'avocat 2.0, entre guillemets, ça sera vraiment de voir le droit non pas comme un frein, mais comme un accélérateur de la négociation commerciale. Et c'est là tout l'enjeu, et qui est le plus dur pour nous, c'est de faire coïncider toutes ces contraintes législatives que nous avons avec les attentes des commerciaux, qui sont des fois bien différentes des nôtres juridiques. Donc c'est vraiment tout l'enjeu, je pense, de faire appel aux juristes en interne ou aux avocats, c'est vraiment de pouvoir coïncider cet effet accélérateur de business, et de ne pas voir le droit comme un frein, mais comme vraiment au contraire une façon de matérialiser et être le reflet justement des conditions commerciales, le tout en respectant les textes qui deviennent de plus en plus quand même contraignants. Ouais. C'est vrai qu'on reproche souvent aux juridiques de retarder les deals, de retarder la signature. S'il y a une analyse juridique qui est faite, une analyse des risques, c'est pas pour rien. Et le fait que cette négociation soit bien préparée, j'imagine que quand découle aussi après la stratégie de claim que vous pouvez avoir, les demandes, si vous avez bien négocié en amont, ça se passera forcément mieux si le contrat n'est pas exécuté correctement. C'est vrai. Très bien. Est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, de négociation, la notion de négociation encadrée par la loi? Je sais qu'en ce moment, on parle beaucoup de la nouvelle loi, Egalim 3. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça? Effectivement, comme je l'indiquais tout à l'heure, la notion de négociation, elle est dans le texte du Code de commerce. C'est un secteur qui est extrêmement réglementé, mais je pense que, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas d'un côté les relations industrie-commerce avec ce texte figé qui encadre les négociations, et les autres secteurs. En fait, on se rend compte, et on en parlera tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de dispositifs de ce code de commerce sur les pratiques restrictives qui, petit à petit, viennent innerver les autres secteurs, les autres domaines d'activité. Et finalement, cette notion de négociation, elle est de plus en plus prégnante dans d'autres domaines. Par exemple, dans le code de commerce, il y a la notion de sous-traitance également qui est très encadrée. Donc, on va demander également de négocier dans le cadre de ces contrats de sous-traitance. Donc, en fait, petit à petit, la négociation, elle est juridicisée de l'offre jusqu'au résultat. C'est en ça où je pense que le juriste a un rôle important, c'est-à-dire qu'au-delà de l'établissement de textes, de modèles types dans l'entreprise, il doit accompagner ses opérationnels dès le départ de la négociation. Et en fait, un simple mail de point de départ de la négociation
on peut y intégrer déjà des outils juridiques comme support pour mettre des marqueurs de cette négociation et ensuite pouvoir se raccrocher au texte à la fois du code civil, du code de commerce, etc. pour baliser tout ça. Alors malheureusement, tout ça, effectivement, ça complexifie et voilà, quand on fait du commerce, c'est le lien de confiance normalement qu'on est censé privilégier. Mais on se rend compte que de plus en plus les opérateurs utilisent le juridique pour se protéger, pour baliser eux-mêmes les négociations. Donc ça devient également un outil de protection et d'encadrement. Et la notion de négociation devient vraiment juridique. Je pense qu'on peut de moins en moins en fait séparer ces deux notions. Je ne sais pas si. Est-ce que vous voulez rebondir sur ce point? Je suis peut-être un peu moins soumise, si, je suis soumise aux règles du code de commerce, évidemment, dans mon entreprise, mais moins soumise aux négociations EGalim, etc. Mais c'est vrai que, en tout cas, je trouve que plus on avance, en tout cas, moi, c'est ce que je constate, c'est que plus j'ai de l'expérience, plus je me rends compte que finalement, le droit, le droit, c'est un bandé, mais le juridique fait partie intégrante du commerce et qu'en fait, on ne peut pas vraiment effectivement les dissocier et que moi, c'est vraiment mon combat et mon cheval de bataille tous les jours, c'est plus vous nous mettez tôt dans les dossiers, plus en fait, vous ne nous considérez pas comme un conseiller, vous nous considérez comme partie du projet. Mieux on va pouvoir déjà anticiper les dates, parce qu'il y a quand même certaines dates à respecter, et mieux on va pouvoir anticiper aussi les éventuels obstacles juridiques dans la négociation commerciale pour vous accompagner. Alors j'ai franchement la chance d'être dans une entreprise où quand même je trouve que le juridique et la connaissance juridique est quand même assez forte. Donc c'est quand même, je le dis parce que c'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. Non. Donc c'est vrai que j'ai quand même en face de moi des clients internes qui sont plutôt connaisseurs et qui arrivent ça arrive, on est pompiers souvent, mais voilà, qui sont quand même dans le partage en amont et du coup qui nous permettent effectivement d'avoir vraiment d'insuffler vraiment le juridique tout au long de la négociation. Donc ça c'est hyper intéressant, mais c'est pas le cas de toutes les entreprises. Je l'ai vécu avant. Et c'est vrai que je pense que notre rôle, un peu comme le disait François-Xavier, c'est de montrer qu'aujourd'hui, le juriste, c'est pas un frein, mais c'est un accélérateur et il faut vraiment qu'on soit à tous les niveaux de la négociation. Je crois qu'on avait une question. François-Xavier, tu voulais intervenir? Non, Moana et Elvire sont vraiment les spécialistes de la question. Peut-être reviendras-tu après sur le calendrier de ces négociations commerciales qui sont en revanche très importants à aborder. On pourra en parler. Nous sommes en direct, vous pouvez nous poser des questions et je crois que déjà qu'on a une première question. Alors on a Léa et Hilary qui sont à la production qui vont nous partager ça. Il y a Guillaume Humblot qui vous remercie déjà pour votre point de vue, qui vous demande comment concrètement vous faites pour éduquer les sales à ne pas tout négocier en amont avec le client avant d'envoyer le draft de contrat au juridique. Car comme vous le savez, une fois que la négociation commerciale est bouclée, c'est difficile de revenir en arrière et de faire passer le juridique comme un frein au business. Alors, du coup, je pense que c'est plus en entreprise. Alors, pour ma part, j'ai plusieurs petits outils. J'ai un premier outil qu'on appelle la fiche réflexe chez nous, qu'on envoie de manière régulière, j'ai envie de dire, à nos sales, pas que, mais les achats aussi, sur un autre sujet d'ailleurs dont on parlera plus tard, les ruptures brutales. On fait vraiment on fait notre propre newsletter plus ou moins, où on va vraiment leur rappeler qu'à chaque fois qu'ils sont de la négociation, ils doivent penser à nous inclure dedans. Ça, c'est un premier outil. Bien évidemment, il y a la formation, la vraie formation juridique, c'est-à-dire faire une formation sur les contrats, sur les contraintes de date et de délai dans les négociations commerciales. Et à l'approche des négociations commerciales pour les parties de business où on est vraiment soumis aux dates et aux délais, moi, en amont, j'organise une réunion juridique avec les sales et on se fait un rappel commun de nos CGV, quelles sont les forces de nos CGV, comment on peut les articuler avec les contrats qui vont être proposés généralement par les distributeurs. On se les fait quand même un peu imposer, même si on est le vendeur, malgré tout, voilà. Donc, je leur rappelle bien que nos CGV sont le socle de la négociation. On connaît nos déviations possibles, on va dire. On discute ensemble des négociations et des déviations possibles. Et surtout, moi, ce que j'essaye de leur apporter, c'est vous ne pouvez pas valider sans juriste. Donc, de toute façon, ne prenez pas des engagements que vous ne pourrez pas suivre. Ou alors,
vous ne me consultez pas et non mais à un moment donné, ou alors vous le validez en toute connaissance de cause avec votre direction commerciale, avec la direction générale si nécessaire. Bon, c'est vrai que chez nous on a des approval matrix, on est quand même processé, je veux dire pour plein de validations. Mais en fait, j'arrive rarement en bout de course. C'est-à-dire que le contrat, je l'ai bien en amont. Donc déjà, si je l'ai déjà lu, je leur dis attention, voilà les aspects qui sont compliqués, là il va falloir faire attention à ça, etc. Après, je leur laisse carte blanche sur les parties purement commerciales, voilà, j'ai pas mon mot à dire. Mais voilà, je pense que du coup, c'est vraiment en fait une relation qu'on doit créer, qu'on doit tisser. Et moi, mon rôle, je le vois comme ça. Je passe plus de temps, je pense, avec les commerciaux qu'avec mon équipe finalement, parce que je dois les connaître et je dois leur apprendre à connaître les clés de leur négociation. C'est vraiment ça pour moi. C'est tisser, donc les fiches réflexes, les formations, leur demander régulièrement dès que tu as le contrat, envoie-le-moi, même si tu n'as pas commencé la négociation commerciale, je peux le lire, je peux t'apporter des choses. Et après, si je participe à la négociation, parce que c'est souvent le cas, ils ont déjà finalement la fiche de leur levier. C'est un peu les petits conseils dont on va certainement parler après. Comment ils vont pouvoir actionner les leviers juridiques dans la négociation commerciale. Okay. C'est comme ça que je le vois. Beaucoup de pédagogie et surtout de répétition. C'est ça, faut être patient. Et beaucoup de patience. Peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Moana, il y a 3 points, à mon sens, de vigilance très importants dans ce que vient de dire Moana. Le premier, c'est la formation. On doit former les commerciaux, que ce soit en interne ou en externe. Ils doivent être particulièrement informés des contraintes juridiques. Au moins, comme ça, ils négocient tout de suite ce qu'il y a de mieux. Là, pour le coup, Moana et l'entreprise qui arrive fait partie des très bons élèves parce que clairement, c'est ce qu'ils font. Le deuxième point, c'est les CGV. C'est le point de départ de la négociation. Mais des fois, c'est le seul contrat qui existe en fait. Et les CGV, c'est un contrat en fait en soi. Hein. C'est un contrat d'adhésion et à défaut de négociation, en fait, les CGV font foi de contrat et ce sera toutes les règles des CGV qui vont s'appliquer. Et le dernier point, enfin, c'est pas d'accord sur un point commercial sans confirmation du juriste en interne. Parce que pour le coup, malheureusement, souvent, il y a des accords commerciaux qu'on ne peut pas passer parce que soit illicite, soit risque de déséquilibre, etc. Donc vraiment, 3 points d'alerte qu'a dit Moana qui me semblent particulièrement importants. Super. On va passer maintenant à la partie sur les clauses essentielles à négocier, sur vos conseils de persuasion, si je puis dire, quand vous êtes face à un juriste ou un opérationnel d'une société ou face à un confrère. Comment est-ce que vous y prenez aujourd'hui et quelles sont pour vous les clauses les plus importantes à négocier ? Alors bon, ça va dépendre un peu du contexte parce qu'un contrat c'est quand même censé concrétiser une situation qui est unique entre guillemets entre deux partenaires commerciaux. Donc je dirais que les clauses pour moi essentielles qui sont dans tous les contrats, bien évidemment au-delà, je parle vraiment au-delà du spécifique, ça va être la responsabilité évidemment, c'est un gros point. Les délais d'exécution. Donc ça, c'est un point sur lesquels moi j'insiste énormément et je fais comprendre énormément à mes commerciaux et acheteurs que sans eux, je ne peux pas répondre à la question de savoir est-ce que vous êtes capable d'exécuter ce qu'on a promis d'exécuter et bien sûr les conséquences qui vont avec, les pénalités. Donc moi, souvent, mes 2 leviers, ça va être ces 2 clauses dans le sens où parfois je peux être plus souple sur une des 2 clauses si j'ai gagné un point si j'ai gagné quelque chose dans l'autre clause. Parce que souvent, elles vont un peu ensemble. Par exemple, on a la clause de pénalité, pour être très précise, on a la clause de pénalité, elle va être libératoire ou non. En fonction de si elle est libératoire ou non, je peux être plus ou moins souple sur ma clause de responsabilité, évidemment. Donc, je vais jouer sur ça. On a des standards chez Carrier, on ne peut pas toujours les appliquer, c'est pas possible pour tout. On est une grande entreprise, donc on a quand même la chance d'être, on va dire, écouté, si je puis dire, mais parfois c'est pas possible. Donc ça va être mes 2 clauses, on va dire, principales dans les contrats commerciaux. Après, il y en a plein d'autres, évidemment. La confidentialité, c'est très important. Les clauses de propriété intellectuelle, si on traite évidemment de la technologie de l'entreprise. Mais moi, par contre, ce que j'essaye vraiment aussi, encore une fois, dans la pédagogie, de transmettre aux équipes commerciales, c'est que sans vous, le contrat, il ne vit pas. Sans vous, le contrat, il n'y est rien. Donc, en gros, ce sont les annexes, puisque la plupart du temps, tout ce qui est spécifique pour chez nous est en annexe. C'est les parties les plus importantes. Tout ce que vous allez définir comme service, comme produit, comme délai d'exécution, comme finalement obligation de la part de l'entreprise,
c'est là où il va falloir que... Voilà. Donc sans vous, je ne peux pas la rédiger. Le diable se cache dans les détails. Exactement. Donc effectivement, les clauses très juridiques, on les maîtrise et on a nos petits tips de juristes. Et d'ailleurs, souvent, c'est rigolo parce que on a des commerciaux qui appellent un peu oui, ils ont mis leur juriste dans le call, est-ce que tu peux venir? Bon, je viens. Et en fait, entre juristes, on se comprend très bien, ça se passe très bien, alors qu'en fait, les négociations commerciales pouvaient être très difficiles parce qu'ils ne se comprenaient pas, parce qu'ils ne maîtrisaient pas finalement le juridique assez bien. Et là, quand ça se passe comme ça, je me dis, bon, alors ces équipes-là, il va falloir que je les reforme parce qu'ils n'ont pas compris comment articuler le juridique dans leur négo commercial. Donc pour moi, c'est mes petits tips. Après, ça, c'est très, très spécifique à Carrier. Je pense que dans d'autres entreprises, ça va être d'autres clauses. Il y a la clause de force majeure, on en reparlera un petit peu, mais qui, depuis ces dernières années, a été une grosse clause. Mais je laisserai mes collègues parler aussi des clauses. Sur les clauses importantes, ouais. J'aurais 2 remarques, effectivement. Enfin, je rebondis clairement sur ce que dit Moana, savoir que les opérationnels n'ont pas forcément le temps. Pour eux, le juridique, c'est quand même un monde à part, avec un jargon à part, des notions qu'ils ont du mal à appréhender. Donc, pour eux, il faut vraiment leur donner les clauses essentielles. Il faut choisir ses combats, et ils sont différents en fonction des clients. Donc nous, on les définit au cas par cas, on n'a pas de règle générale. Pour un industriel, ça peut être la confidentialité, effectivement les délais d'exécution, et puis pour le commerce, ça peut être le maintien du prix dans le temps. Donc voilà, il n'y a pas de règle générale, mais pour en revenir à la négociation et le point d'appui qui est l'opérationnel, c'est aussi, je pense, à nous, juristes, de se rapprocher du commerce, de se rapprocher des acheteurs, et de comprendre quelles sont leurs réelles préoccupations, ce qui s'est bien passé, mal passé les années précédentes. Et nous, dans nos conseils, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas dupliquer en fait un conseil à l'identique d'un client à l'autre. Donc voilà, le premier message, je pense, c'est vraiment la simplification. Pour que ça fonctionne, il faut simplifier le sujet et s'appuyer vraiment sur ce que connaissent ce que connaît l'entreprise, c'est vraies problématiques. Et ensuite, alors nous, sur l'aspect concurrence, si en fait il y a quand même une petite vigilance à porter, une alerte à faire aujourd'hui, c'est sur les sujets concurrence. Parce que souvent, le commercial pense que le juridique commence au moment où tout est à peu près ficelé et qu'on est proche d'un accord, alors que le juridique doit intervenir beaucoup plus tôt, et notamment dans l'industrie. Il est primordial de faire signer des NDA. Alors c'est vrai que les grands groupes ont l'habitude en fait de ces contrats de confidentialité. Les plus petites entreprises, entreprises de taille moyenne, alors elles sont beaucoup plus agiles, elles s'adaptent beaucoup plus vite à leur marché, mais justement parfois elles vont trop vite. Le double intérêt en fait, ce contrat de confidentialité, le premier c'est de sécuriser, de protéger le secret des affaires de l'entreprise, de bien cerner ce que vont négocier les parties. Et puis le second, il m'intéresse au plus haut point, c'est le droit de la concurrence quand même, parce que quand je discute d'un projet stratégique avec un concurrent, même des distributeurs en alimentaire qui discutent entre eux pour acheter, dès la négociation contractuelle, c'est quand même la thématique aujourd'hui, on peut avoir quand même des informations très stratégiques échangées entre les entreprises. Et ça, c'est un grand danger. On sait que l'autorité de la concurrence a étoffé de façon très importante ses équipes, qu'il y a une sensibilité aujourd'hui beaucoup plus grande des entreprises concernant le droit de la concurrence. Et la négociation contractuelle doit être encadrée bien en amont par ce type d'outils qui sont ultra simples en fait, mais qui permettent déjà de sécuriser les échanges et de ne pas tomber dans l'écueil du droit de la concurrence, parce que parfois on se rend compte que la négociation potentiellement elle aurait dû même pas exister parce qu'on est entre partenaires qui ne peuvent pas échanger voilà, de contrats. Donc c'était les 2 points que je voulais rajouter par rapport au propos de Moana. Oui, alors quelques points qu'on peut rajouter dans les clauses. C'est vrai, comme le disait Moana, on a tous nos petits tips. Pour le coup, moi je pense qu'il faut aussi se focaliser sur les clauses, notamment par exemple les clauses de durée. Un nouveau partenaire, typiquement, si on pense que ça va bien se passer, on a envie de le garder pour 5, 7, 8, 10 ans, mais il ne faut pas oublier que c'est un contrat à durée déterminée. Donc ça veut dire que si ça se passe mal, on est quand même embarqué avec lui pendant 5, 7, 8 ou 10 ans. Donc bien réfléchir, parce que c'est vraiment important d'avoir une clause de durée longue, une clause de durée courte, avec un préavis si ça se passe mal, donc les clauses de résiliation qui sont à mon sens capitales et qui doivent être réciproques pour l'équilibre du contrat.
Donc ça, c'est très important d'y penser. Elvire le rappelait d'un point de vue droit de la concurrence, mais on a aussi toutes ces clauses de non-concurrence, des contrats un peu plus spécifiques, type franchise qui est plus mon domaine, où est-ce qu'on peut se réinstaller, est-ce qu'on peut exercer sous une même enseigne derrière après la résiliation du contrat, peu importe que ça soit une fin de contrat contentieuse ou pas contentieuse. D'autres clauses un peu trop oubliées à mon sens, ça va être les clauses de conciliation. Est-ce que si on a un contentieux entre nous, c'est directement un tribunal qui va trancher, ou est-ce qu'on peut essayer de concilier les parties avec ou sans médiateur? Ça, c'est à mon sens des clauses capitales aujourd'hui dans les contrats que nous avons, parce que les délais judiciaires s'allongent de plus en plus. Donc, bref, plein de petites clauses comme ça auxquelles on doit penser, qui sont mineures pour certains, majeures pour d'autres, mais c'est vrai qu'on a un petit peu tous nos petits tips. Je rejoins quand même sur la clause de durée, parce que le juriste, finalement, quand il est rappelé dans le cadre d'un contrat, c'est souvent celle-ci qu'on va nous demander d'interpréter. Est-ce qu'on peut sortir du contrat? Comment on peut en sortir? Est-ce qu'on peut... Alors, quels sont les manquements qui ont été... Est-ce que les manquements sont définis? Est-ce que c'est tout manquement? Ou est-ce qu'ils doivent être répétés? Enfin, donc, en fait, cette clause-là, c'est vrai, je suis d'accord, que souvent, elle est négligée, alors qu'en fait, elle est d'une importance capitale. Parce que finalement, quand il y a un souci et qu'on veut sortir du contrat, on se rend compte que, ah oui, on n'est pas prévu ce cas-là, donc on est un peu embêté. Donc effectivement, je rejoins François-Xavier sur cet aspect-là. Et juste un point sur la concurrence. Nous, effectivement, dans un grand groupe, on est très encadré sur ça. On a des NDA pour toutes nos discussions commerciales et ça, bien sûr. Mais aussi chez nous, et je pense que ça, on a cette chance-là, mais je pense que ça peut être appliqué aussi dans des plus petites entreprises, quand on a des sujets hautement sensibles, où on a potentiellement des concurrents qui vont discuter, on a des modules obligatoires de formation antitrust, donc c'est très très important, et on a des fiches do and don't, donc à faire et ne pas faire, et c'est vrai que sur ces aspects-là, je pense que ça peut être applicable et décliné dans des plus petites entreprises, et c'est très important effectivement. On anticipe sur votre prochain webinaire sur la compliance. Là, un peu la compliance, c'est vrai. On en parlera en fin d'émission. Je crois qu'on a une nouvelle question. Léa, si tu veux nous la partager. Alors, on a Andy Ocampo qui nous demande comment travailler avec des opérationnels qui n'ont pas conscience qu'on ne peut pas faire que du copier-coller à chaque dossier, qui nous voient plus comme des obstacles et donc qui nous disent qu'à la fin, en nous mettant devant le fait accompli. Elle a beau faire de la pédagogie, il résiste. Alors après, je peux pas... Enfin, oui, je peux pas être ça dépend des entreprises, ça dépend des contextes, ça dépend du secteur aussi, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a des secteurs qui sont très sensibles au juridique, d'autres moins. Pour avoir travaillé dans des secteurs, on va dire, un peu moins industriels, un petit peu plus dans le sport, je le dis. C'est vrai que c'est un peu, je te tape dans la main et c'est bon, quoi. Donc c'est vrai, je peux l'entendre. Alors peut-être à l'aide d'outils, peut-être des outils plus, j'ai envie de dire, plus fun. Je sais que dans une précédente entreprise également, on avait une trame de contrat en fait qu'on avait réussi à mettre dans un outil avec des clauses tiroirs. Et en fait, ils pouvaient choisir, c'est un peu comme du coup ce que vous pouvez préparer un peu chez les gars pilotes, mais et donc en fait, ça leur permettait quand même de pas faire trop de bêtises, c'est-à-dire d'avoir quand même du choix, c'est-à-dire tous les choix possibles sur la durée. Est-ce que vous voulez de la reconduction tacite, pas de reconduction tacite, et du coup de limiter aussi les choix, c'est-à-dire typiquement, on ne voulait pas s'engager plus de 3 ans, donc il n'y avait pas de clause possible de plus de 3 ans. Après, si la personne a pris un engagement en dehors des standards, j'ai envie de dire, de son entreprise, c'est entre lui et son employeur finalement à la fin. Donc, je comprends la difficulté parce que je l'ai vécu. Je pense qu'il faut escalader dans ces cas-là, escalader à qui de droit, je ne sais pas, au manager, à la direction, et juste alerter en disant, pour moi, mon rôle de juriste s'arrête au moment où j'ai alerté. C'est-à-dire que si la personne derrière veut conclure un contrat qui est hors standard d'entreprise, c'est sa responsabilité de directeur commercial ou de directeur des achats au final. Moi, j'ai soumis les risques quelque part. En fait, j'ai vraiment cette idée-là. Et voilà, et j'escalade. Et s'il se passe quelque chose, mais je comprends. C'est pas évident. Je pense qu'il n'y a pas de réponse en fait. Après, je pense que quand même sur la pédagogie, pour y revenir, même si mais c'est apparemment utilisé. Je pense qu'il faut à la fois expliquer le pourquoi d'une clause. Oui. Elle n'est pas juste là pour être une clause type ou une clause belle. Oui. Et aussi les conséquences pratico-pratiques. Nous, on se rend compte que lorsqu'on donne un exemple contentieux, en disant attention, si ça va au contentieux, vous risquez ça. Et le peur. Ça, tout à l'heure on parlera des équipes significatives, si le ça c'est 5 millions d'euros,
Ça pose le débat quand même. Ouais, on redétend. Donc il y a vraiment ce travail de pédagogie et pas une pédagogie par la peur, loin de là, mais de se rendre compte en fait des conséquences de ce qu'on peut, des conséquences quand même de nos actes. Les oranges aussi. Bah oui, bien sûr, on fait le service après-vente également en cas de mise en cas. Après, ce qu'on peut faire, dans la pédagogie, même si je comprends et moi j'entends aussi, moi souvent ce que je fais pour ces personnes qui sont un peu trop réticentes, je prends le contrat, je le décortique, je mets plein de couleurs. Et en fait, il y a une couleur qui est dédiée au commerce, c'est-à-dire ça, c'est ce que vous devez me donner. Et en fait, finalement, le contrat, il est quasiment que de cette couleur, à part les parties purement juridiques, honnêtement. Donc en fait, là, je leur montre visuellement que sans ça, je ne peux pas travailler. Et donc, chaque contrat est unique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et que chaque relation est unique. Et là, on a commencé peut-être à déjà leur ouvrir l'esprit de se dire, OK, il faut que je regarde. Dans les formations qu'on a mis en place, on a pris des exemples concrets, on a pris des clauses, on les a décortiquées avec les commerciaux, ils ont compris les conséquences, et là, du coup, on arrive mieux à les atteindre. Il y a toujours des réticents. Il y en aura toujours. Tu prends quelle couleur? Je dirais pas la couleur. Parce que c'est peut-être ça l'astuce. Je dirais pas la couleur. Les exemples. Je mets vert, c'est l'espoir. Moi, j'ai pas de remède clé là-dessus. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que je pense que le premier point d'entrée aussi, parce que nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, une fois de plus, avec les acheteurs et le commerce, c'est de faire comprendre l'intérêt du droit, en fait. Parce que souvent, pourquoi ces gens-là ne collaborent pas? C'est parce que pour eux, le juridique, c'est une contrainte. C'est quelque chose qui va leur empêcher de faire du business. Donc, souvent, ces personnages-là, en fait, il faut juste aller les voir et comprendre ce qu'ils font. Les laisser parler eux. Et une fois qu'on a compris ce qu'ils font, ce dont ils ont besoin, c'est leur dire, voilà, moi, je te suggère d'un point de vue juridique, essaye ce truc-là, tu vois. Et si ça marche, en fait, c'est débuter par un truc qui fonctionne. Parce que c'est vrai que dans leur tête, c'est, en fait, c'est une fois que ça marche pas, le juriste, il arrive comme un pompier pour résoudre un problème. Montrer aussi la fonction juridique, non, regarde, moi, j'ai 2-3 petites astuces pour toi, essaye ça, tu vois, ça va marcher. Et si ça fonctionne, il va se réconcilier finalement avec nos métiers du juridique. Il va comprendre que le juriste, il a une autre fonction que celle d'encadrer, d'éviter les risques, mais ça peut avoir une utilité commerciale, en fait. Parfois, ça marche. C'est vrai. Et je pense que ça tient aussi beaucoup au positionnement du juriste. Parce que, pour l'avoir vécu aussi, quand il y a des juristes qui travaillent comme des conseils, en fait, ça aide pas le métier de juriste. Nous chez Carrier, on est absolument business partner tout le temps. Donc, on vit en fait presque plus dans les entités, comme je vous disais, avec les commerciaux que dans le service juridique. Bien sûr, on a une vie de service juridique, mais c'est ça, c'est ce positionnement-là, d'être avec eux, les écouter, écouter leurs besoins, et aussi leur faire comprendre qu'on ne pourra pas tout valider, mais qu'on ira au plus proche de leurs attentes. Et malheureusement, je pense qu'on pâtit un peu d'une vieille image, un peu le juriste, il est strict, il ne changera pas d'avis, il dira son non ou son oui à la fin, c'est un peu le juge, quoi. Mais non, en fait, on n'est pas des juges, quoi. On est vraiment là pour les accompagner. Très clair. Moi, je rejoins tout à fait la partie technologie. C'est vrai que Legal Pilot permet notamment de préparer un template de contrat, un modèle de contrat, et vous ne partagez plus le modèle aux opérationnels, mais vous leur partagez un questionnaire. Donc, ils ne peuvent plus modifier la base. Il n'y a pas de modifications qui se font chacun de leur côté sur des ordinateurs. Et le juriste, la délégation est sécurisée dans la mesure où l'opérationnel va répondre à un questionnaire avec des options qui ont été préparamétrées par le juridique. Ça, c'est acceptable, ça, c'est acceptable, ça, c'est acceptable. Et ce qui ne l'est pas ne figure même pas dans le contrat. Et si c'est mis sur la table, ce sera mis dans un second temps, dans les négociations. Mais en tout cas, sur le premier projet qui va être généré, tout est cadré. Ils n'ont que les options que vous avez proposées et ils ne peuvent pas modifier le contrat, les 30 pages du contrat. Ils ont le seul moyen d'impacter sur le contenu du contrat et sa rédaction, c'est de répondre aux questions que le juridique a préparamétrées. Donc, il y a un cadre sécurisé qui permet d'aller plus vite pour l'opérationnel, d'aller plus vite pour le juriste sur la relecture et de faire tout ça dans un cadre sécurisé. Donc, en fait, elle a sa réponse, il faut qu'elle prenne les calculs. Je n'osais pas le dire tel quel, hein, mais si vous le dites, je ne vais pas vous... J'ai pas les calculottes. J'ai pas les calculottes, je précise. Personne n'est client de Legal Pilot ici. François-Xavier, tu parlais de notion de déséquilibre significatif. C'est une notion assez intéressante dans les négociations. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ce point? Alors oui, c'est une notion extrêmement intéressante et à la fois c'est une question difficile et facile parce que difficile parce qu'en 5 minutes, il faudrait résumer un cours de droit d'une journée presque, mais facile parce que la réponse est presque dans le titre. Aujourd'hui, alors pour faire un petit peu de droit, c'est l'article 442
442-1, grand 1, deuxièmement, qui vise cette notion. C'est une notion extrêmement importante, il faut être très vigilant sur cette notion de déséquilibre significatif parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une loi de police. Donc une loi de police, ça veut dire que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle s'appliquera nécessairement à nous, qu'on soit un partenaire français ou un partenaire étranger. Quoi qu'il arrive, les tribunaux de commerce, il n'y en a que 8 en France qui pourront apprécier cette notion, pourront juger un contrat sous l'angle du déséquilibre significatif. Alors c'est quoi ? C'est lorsqu'un partenaire, un acteur économique va tenter de soumettre un autre partenaire à une obligation qui va créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des uns et des autres à l'intérieur du contrat. Ça vise la négociation, ça vise l'exécution du contrat. Et là, en fait, on va essayer de raisonner en 2 temps. L'idée, ça va essayer d'abord, pour celui qui s'estime être victime d'un tel déséquilibre, ça va être de se dire quelle clause pour lui est déséquilibrée à son sens. Alors déséquilibré, ça peut être par exemple une absence de réciprocité dans la clause, ou ça va être des obligations tellement contraignantes qu'elles en deviennent presque impossibles sans aucune contrepartie derrière. Et puis, en 2 temps, ça veut dire que celui qui est l'auteur de ce déséquilibre significatif, pour le coup, devra lui, en réponse, prouver que d'autres clauses vont venir compenser ce déséquilibre annoncé par la prétendue victime de ce déséquilibre significatif. Alors, j'ai noté quelques clauses parce qu'aujourd'hui, la jurisprudence est beaucoup plus pléthorique qu'elle ne l'était il y a quelques années. C'est encore une notion qui est finalement assez nouvelle dans notre droit, même si elle a déjà plusieurs années. Alors, on a des clauses qui vont prévoir des ouvertures, alors je vais parler un peu plus de ma paroisse sur les têtes de réseau, mais des clauses qui vont prévoir une ouverture de magasin 7/7, une durée minimum de 98 heures par semaine, sont finalement vraiment en contrepartie. On va avoir des clauses qui vont imposer à une partie de souscrire une assurance responsabilité civile avec des garanties qui vont exprimer dans une monnaie qui n'est pas la sienne, par exemple en dollars, en roupies, etc. On va avoir des clauses attributives de compétences, non pas en France, mais à l'étranger, avec soumission à une loi qui n'est pas celle du pays qui va être jugée, mais une autre loi d'un autre pays. Donc là, forcément, si vous avez déjà à la base un déséquilibre financier, on va dire, entre les parties, alors là, ça devient un petit peu la cerise sur le gâteau. On va vraiment être focus aussi sur les clauses de résiliation. Lorsqu'il y en a un qui peut résilier quand il veut et pour n'importe quel motif, et l'autre il peut jamais résilier, si ce n'est à la fin du contrat, ce qui s'appelle le terme contractuel. Donc on va avoir cette notion qui va venir encadrer tout cela, et c'est là où il faut être d'autant plus vigilant sur les négociations commerciales, parce que vous pouvez négocier tout ce que vous voulez, si à la fin ça crée un déséquilibre dans l'économie générale du contrat, à un moment donné vous pouvez vous faire rattraper. Et les sanctions sont énormes, parce que les sanctions, ça va être soit la cessation des pratiques, ça peut aller jusqu'à la nullité des pratiques si c'est la victime qui le demande, voire le ministère de l'économie ou le procureur de la République. Il faut bien savoir qu'ils peuvent eux-mêmes assigner ou intervenir à l'instance introduite parmi des victimes de ce déséquilibre significatif. Et le ministère de l'économie peut aussi demander une amende. Et l'amende, ça va être, pour faire très simple, le plus avantageux des 3 pour l'auteur de l'infraction, entre guillemets. Ce sera soit 5% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France, soit 3 fois le montant des avantages indûment perçus, soit 5 millions d'euros. Donc le plus petit des 3. Mais le plus petit des 3, c'est déjà très élevé. Voilà en quelques minutes. Ok. Est-ce que vous avez un petit ouais, moi ça me permet sur cette notion de rebondir sur le fameux EGalim 3 dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Déjà pour revenir sur le propos de François-Xavier, c'est vrai que la notion de l'importance de ce texte en fait a été réitérée dans un texte alors tout neuf. C'est pour ça que j'ai les ponts, qui date d'hier, qui a été voté devant l'Assemblée et où tous les dispositifs sur les pratiques restrictives de concurrence sont considérés comme d'ordre public et sont censés s'appliquer à partir du moment où les produits sont vendus sur le territoire français. Donc c'est extrêmement large. Une fois de plus, l'objectif de ce texte vise les centrales d'achat internationales dans le domaine alimentaire qui ont créé ces centrales pour délocaliser en fait la négociation et échapper à ce carcan franco-français parce que on n'a pas parlé mais quand même le déséquilibre significatif c'est une bizarrerie totalement française qui n'existe nulle part ailleurs en Europe, qui est un espèce d'ovni qui a fait l'objet de moult et moult réformes et modifications législatives. Aujourd'hui, on se retrouve devant un texte qui est d'ordre public pour tout produit qui a un lien avec le territoire français. On parle également des services, du coup, dans ce nouveau texte. Donc, tout service qui serait réalisé sur le territoire français est soumis à ce carcan juridique du Code de commerce. Je rebondis du coup tout à l'heure sur ce qu'on disait. Dans les pratiques restrictives, on a aussi des textes sur les contrats de sous-traitance. Donc, ça va s'appliquer à un très large panel d'opérateurs, donc bien au-delà
des relations industrie-commerce et bien au-delà du secteur alimentaire. Ensuite, deuxième point sur le déséquilibre significatif, c'est qu'on a un autre texte dans le 441 qui est drôlement redoutable, c'est l'avantage sans contrepartie. Pourquoi il faut en parler? Parce qu'en fait, on se rend compte que le déséquilibre significatif, il a fait son petit bout de chemin. Au début, il n'était pas dans le secteur de la franchise, et puis il s'y est invité. Et aujourd'hui, nous, dans l'alimentaire, on connaît l'avantage sans contrepartie. Quelle différence entre ces deux textes? Déséquilibre, il faut que je démontre que l'autre partie est en situation de soumission. Donc j'ai deux critères. J'ai est-ce que ma clause est déséquilibrée par rapport à l'ensemble du contrat, et surtout, est-ce que j'ai soumis mon partenaire? Donc ça nécessite un pouvoir de négociation qui est apprécié et qui est un préalable en fait à la qualification. Et le texte dit même tenter de soumettre. C'est vraiment tenter de soumettre ou soumettre, ce qui est quand même ultra large. Ultra large. Et qui s'applique dès le niveau des négociations. Avant, ça ne s'appliquait qu'au moment de la contractualisation et désormais, ça s'applique également à la négociation. Donc, le texte sur l'avantage sans contrepartie, qui est en fait le frère jumeau du déséquilibre significatif, lui, il oublie la notion de soumission. Donc, c'est drôlement redoutable. C'est que vous avez dans n'importe quel contrat, industriel, commercial, de service, un avantage qui est sollicité sans une contrepartie raisonnable équilibrée en face. Le juge français peut venir vous dire non, c'est déséquilibré, je sollicite le remboursement de l'avantage. Donc ça, c'est pareil. Vous en parlez avec un Allemand en anglais, ils ont des yeux comme ça. Le juge vient s'immiscer dans l'équilibre de la relation commerciale et dès la négociation commerciale, dès la négociation contractuelle. Donc il faut être très vigilant sur ce fameux texte d'Egalim 3, parce que même si, bien entendu, il a été poussé par des syndicats alimentaires, il aura à terme des impacts sur tous les secteurs d'activité, et notamment au moment de la résiliation. Parce que autant ces textes ne sont pas trop utilisés quand tout se passe bien, mais quand ça va mal, le partenaire, il va ouvrir les vannes, il va utiliser tous les points d'appui possibles que lui offre le code de commerce et solliciter, pourquoi pas, la restitution de l'indu. Parce que la sanction, c'est intéressant, elle est administrative, elle peut être civile, donc jusqu'à 5% du chiffre d'affaires. Mais ce qui est drôlement redoutable, c'est aussi la restitution des montants versés. Voilà, donc d'un point de vue économique, c'est d'ailleurs ce qui a permis aussi de dissuader petit à petit les opérateurs qui étaient trop dans l'appui. Voilà, donc c'est les deux remarques que je voulais faire. Il faut faire particulièrement attention à ça parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont développé une véritable stratégie de claim management. Et donc je pense que là-dessus, ils peuvent se faire plaisir. C'est des portes d'entrée pour aller renégocier le contrat ou récupérer des avantages qu'ils n'ont pas eu initialement. J'ai juste une petite question aux avocats. La pratique des lettres de réserve, du coup, dans le cas de déséquilibre, parce que nous, parfois, on est soumis à clairement l'obligation, enfin, on nous dit clairement, vous devez signer, c'est comme ça et pas autrement. Donc, on pratique la lettre de réserve. Est-ce que c'est réellement une pratique qui nous fait un début de preuve en cas de litige, ou c'est une pratique qui finalement ne sert pas à grand-chose? C'était plus une question parce que c'est vrai que je l'utilise, mais je pense que ça rassure un peu tout le monde, mais je n'ai pas la réelle... je connais pas la réelle impact. Dans l'alimentaire, c'est évident que, vu que en fait, c'est à la fois pratique et puis juridique, c'est qu'en fait, tout simplement, le distributeur, il a pléthore de fournisseurs, donc il ne va pas s'amuser à modifier tous les contrats. Donc petit à petit, cette notion d'avenant, donc certains font des avenants en marge du contrat, et les fournisseurs ont pris l'habitude de faire des lettres de réserve, mais attention, elles sont négociées, etc. Donc c'est vrai que cette pratique, elle est ancrée, je pense, juridiquement, elle est reconnue juridiquement, parce que c'est quand même l'expression du consentement à un moment donné. Et quand le fournisseur signe sous réserve de la lettre de réserve que je vous ai adressée le temps, on l'inscrit, on fait rentrer dans le champ contractuel. Donc dans l'alimentaire, c'est sûr. Alors je l'ai testé récemment avec un client dans un tout autre domaine. On s'est dit, de toute façon, on n'a rien à perdre. C'était dans le domaine du transport maritime où on a connu cette vague d'inflation et où, face à des opérateurs très puissants, ils imposaient des contrats, on en parlait, ils essayaient de tenir leurs contrats pour des biens importants sur des prix de conteneurs très élevés. Et on a dit, de toute façon, tentons-le. Soit on signe, on est bloqué, on ne peut pas négocier le contrat, soit on émet une lettre de réserve et du coup, ça nous permettrait d'ouvrir une brèche. Et ça a fonctionné. Donc, ce qui veut dire que, petit à petit, cette pratique de la lettre de réserve, lorsqu'on est en phase d'un contrat d'adhésion ou un contrat type imposé par l'autre partie,
comment ça fonctionnait, parce que juridiquement, on ne peut pas ignorer finalement la volonté du partenaire et ce qu'il a exprimé dans cette lettre de réserve. Après, il faut que ça reste simple. Hein. Ah oui, non, mais nous, en général, on le fait pour effectivement, en cas de litige, pouvoir démontrer devant un juge que notre consentement, il a été quand même pas vicié non plus, mais qu'il a été quand même contraint et que nous, notre position, c'était celle-ci au moment de la contractualisation. Et alors, on le fait pas tout le temps, hein, c'est rare quand même, mais voilà, je pense que c'est un bon élément et ça peut aussi peut-être être utilisé dans le cas où un commercial va aller trop vite en besogne et signer le contrat comme ça en disant attention, on va peut-être quand même émettre des réserves a posteriori, même peut-être dans les jours qui suivent la contractualisation, pour dire voilà, attention, la position de notre entreprise c'est celle-ci. Et puis on verra, en espérant qu'on n'ait jamais besoin de l'utiliser. Je trouve que c'est un très bon point, c'est l'aide de réserve. Après, attention, parce que si on se met de l'autre côté, pour le coup, c'est aussi se fermer la porte un petit peu au vice du consentement et le fait de s'être engagé en toute connaissance de cause. Quoi. C'est ça. Faire l'avocat du diable. Ça marche. Je crois qu'on avait une nouvelle question, Léa. C'est une question rapide. La question c'est pouvez-vous transmettre la référence du texte en question sur le déséquilibre significatif Oui, bien sûr. C'est 442-1. Grand 1, deuxièmement, du Code de commerce. Super. Après le déséquilibre significatif, on pourrait échanger un petit peu sur la notion de reconduction tacite du contrat, qui est un grand ennemi du juriste, qui pense que le contrat a une certaine durée et finalement les commerciaux ne procèdent pas à la dénonciation du contrat, il se reconduit, on finit par avoir des contrats qui sont inutilisés, qui sont coûteux, les juridiques ne sont parfois même pas au courant de la situation. Comment est-ce que aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez cette partie reconduction tacite et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des clauses? Est-ce qu'il y a des clauses qui survivent et des clauses qui ne survivent pas à la reconduction tacite? Comment ça se passe exactement? Du coup, c'est vrai que c'est une clause intéressante parce qu'elle est nécessairement liée à l'intérêt pour le contrat, ce que disait tout à fait, un peu anticipé d'ailleurs mon propos, hein, sur la durée. Si je m'engage avec un partenaire dont j'ai vraiment besoin, je vais tenter de mettre justement de la reconduction tacite pour essayer de l'accrocher le plus longtemps possible. Et à l'inverse, si j'ai besoin de renégocier assez souvent, je vais faire en sorte d'avoir une durée ferme, d'exprimer clairement une interdiction, entre guillemets, de reconduction tacite du contrat. Le souci porte moins sur la clause en tant que telle, il pose sur les situations que vous devez rencontrer, c'est-à-dire de contrat à durée déterminée, pour lequel rien n'est spécifiquement prévu. Les parties à l'issue de ce contrat qui n'est pas suivi, peut-être que chez Legal Pilote, il y a des outils de suivi des contrats et des termes de contrat, je ne sais pas. Et là, on rentre, les opérationnels ne font pas attention, le juriste n'est pas au courant, et donc on rentre dans une relation qui n'est plus soumise au contrat en tant que tel, et pour autant, juridiquement, si les parties exécutent de près ou de loin le contrat de façon identique, ce contrat, il est renouvelé, reconduit. Et c'est là où il y a le danger le plus important. Alors, le danger, ça dépend une fois de plus là où on se place. Oui, si on regarde les négociations commerciales, le distributeur qui n'arrive pas à avoir son prix avec le fournisseur, il a tout intérêt à reconduire la négo de l'année d'avant. C'est d'ailleurs à travers Egalim 3 ce texte a essayé justement d'endiguer, parce qu'en période d'inflation, vous récupérez le prix de l'année de -1, commercialement, c'est problématique. Donc, si vous placez du point de la partie, et là en période d'inflation, la reconduction tacite peut être du pain béni. Si à l'inverse, vous avez intérêt à bloquer cette reconduction, là, il faut être vigilant. Alors, soit en mettant directement dans le contrat, soit là, en fait, je pense que c'est plus une question du coup de méthodologie de suivi des contrats en interne pour bloquer ces reconductions tacites. Très bien. On a une nouvelle question déjà. On a Gilles de Santé qui demande en quoi le juge est compétent pour décider du contenu du contrat selon l'article 1195 du Code civil sur l'imprécision. Et il ne pense pas que les juges soient très favorables à cette pratique. La notion d'imprécision. Imprévision, pardon. Alors, est-ce qu'on en parle après ou est-ce que tu veux en parler parce que maintenant? c'est un sujet qui va répondre à la question. On peut démarrer, on peut en parler maintenant. Alors oui, ce sujet d'imprécision est vraiment une notion nouvelle de notre droit, qui a été codifiée récemment, plus exactement
suite à la réforme de 2016 du droit des obligations. Avant, toutes ces clauses d'imprévision avaient plusieurs noms, les clauses de hardship, de négociation, d'adaptation, de révision, etc. Et le Code a voulu vraiment légiférer et inscrire un nouvel article, donc 1998, pour dire justement, si à un moment les circonstances économiques ne permettent plus à une des parties d'être dans le vrai, c'est-à-dire notamment est-ce que vraiment il retrouve une certaine contrepartie à tous les avantages qu'il donne à l'autre, à son partenaire économique. Si le contrat devient trop onéreux pour lui, il peut demain demander au juge d'adapter son contrat. Alors avant d'adapter le contrat, c'est d'abord la négociation. Avant, c'est le principe du consensualisme, ça va être d'essayer de négocier avec la partie adverse pour tenter de rééquilibrer ce contrat et retrouver, entre guillemets, un certain équilibrage non juridique mais économique. En cas de défaut sur la renégociation, ça peut être la résiliation amiable du contrat, peu importe les termes du contrat, peu importe la clause de résiliation, c'est vraiment cette clause d'imprévision qui va prévaloir justement sur une résiliation à l'amiable. À défaut de résiliation amiable, l'une des deux parties, donc celle qui estime le contrat trop onéreux, pourra justement demander au juge d'adapter le contrat. Et là, on est vraiment encore une fois sur une notion qui est trop nouvelle pour avoir un recul suffisamment important, parce qu'on se demande à quel moment le juge va venir et rentrer dans le contrat pour imposer à une partie un rééquilibrage économique. Donc c'est vrai que c'est extrêmement dur. Les juges, aujourd'hui, la doctrine, une partie est un petit peu réfractaire en se disant mais comment un juge, un tiers, quand même il serait juge, pourrait adapter le contrat et imposer du coup à une partie un rééquilibrage économique qui deviendrait peut-être même déséquilibré pour l'autre, finalement suite à des circonstances économiques imprévisibles. On est en plein dans l'actualité avec la guerre en Ukraine, la grève sur les retraites, la pandémie qui a pris fin entre guillemets, mais qui a quand même bloqué une partie du monde pendant 2 ans. Donc cette clause cet article est extrêmement intéressant, tout en sachant que ce n'est pas une loi de police. Ça veut donc dire qu'il peut être exclu du contrat, il peut être aussi modulé, il peut être adapté au contrat. Donc là, c'est vrai que les juristes en interne, les avocats sont bien formés là-dessus à se dire est-ce qu'on l'exclut, est-ce qu'on l'exclut pas. Moi, je fais partie de ceux qui vont dire qu'il faut faire quand même primer le contrat, primer la relation commerciale, et on se rend compte aujourd'hui, au regard de l'inflation, des circonstances, de la conjoncture, que des contrats il y a 5 ans et des contrats aujourd'hui, par exemple l'électricité par exemple, ne sont plus du tout adaptés. Et donc s'ils ne sont plus adaptés, plutôt que de faire mourir son partenaire économique ou d'engager un contentieux qui n'en finirait pas, autant essayer de renégocier de bonne foi les conditions. Il en va de l'intérêt des deux parties, finalement, alors si on parle de contrat où il faut livrer, qu'il y a de l'approvisionnement, etc., il en va de l'intérêt des deux. Alors c'est vrai que, et là c'est plutôt la partie d'Elvire, dans les relations fournisseurs-distributeurs, on n'est pas dans un monde de bisounours, donc c'est vrai que ce qui va avantager l'un et pas avantager l'autre, finalement on va essayer d'en profiter, mais le législateur vient aujourd'hui essayer de contrôler un petit peu cette négociation de bonne foi et le fait de pouvoir rééquilibrer les relations. C'est clair. Donc je ne sais pas si Moana, vous voulez en tant que juriste, on l'utilise un peu, effectivement. Alors, on essaye effectivement nous, en tout cas, dans notre pratique, de la moduler, d'éviter d'aller jusqu'au juge, puisqu'effectivement, on essaye de faire plutôt parler les parties et faire prévaloir ce qu'elles se disent. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, nous, notamment, de s'engager sur des prix, parce que les prix des matières changent tellement tous les jours. On subit des augmentations matières et des ruptures aussi très importantes. Donc aujourd'hui, nous, notre message principal auprès des équipes, c'est aucun prix n'est ferme. Il ne peut plus être ferme. Avant, on négociait des contrats avec des prix fermes sur 1 an. C'est impossible aujourd'hui de négocier ce genre de contrat. Donc c'est vrai que la clause d'imprévision, elle est utile, mais au-delà de ça, moi je les pousse à négocier du coup des clauses de prix avec des formules de révision, avec des cadences de révision précises. Comme ça nous évite peut-être cette clause d'imprévision. Mais elle n'est pas bien utile. Et effectivement, elle peut être bien utile lorsqu'elle n'est pas utile, c'est qu'elle est exclue pour pas qu'on se la fasse imposer, par contre. Donc ça, c'est un point important. Ça marche. Merci à tous. Peut-être juste un tout petit point, parce que c'était une question qui était posée par un internaute, juste sur la reconduction du contrat. Un point de vigilance sans en faire état 10 minutes. Lorsque vous avez des contrats qui se reconduisent comme cela, on a des contrats des fois qui durent 5 ans, qui vont être reconduits, on se retrouve avec des relations commerciales de 10, 15, 20 ans, avec un très 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 vieux contrat de base, j'entends. Un point de vigilance sur la rupture brutale des relations commerciales établies. Ça, c'est vraiment important de garder cette notion en tête. C'est une loi de police également. Et il faut vraiment se dire que si vous avez 20 ans de relations commerciales sur la base d'un contrat vieux d'il y a
20 ans, faites très attention parce qu'on va venir sanctionner ici une rupture brutale d'une relation commerciale qui aurait été faite sans préavis ou sans préavis suffisant. Donc la sanction, elle est quand même importante puisque la sanction, ça sera le montant, entre guillemets, de la marge du préavis que vous aurez pu avoir, sans rentrer dans les détails. Mais point de vigilance sur cette chose. Ça, c'était la question suivante, c'était la notion de rupture du contrat. Quels sont les points de vigilance à avoir? Donc, premier point dont tu viens de parler. Est-ce que vous avez d'autres choses à mentionner sur le sujet des ruptures, sur les clauses de résiliation, résolution? Comment est-ce que vous anticipez la chose? C'est vrai que la situation qu'on rencontre le plus en tant que juriste, et je pense aussi en tant qu'avocat, c'est le contrat de fait, c'est-à-dire le contrat qui s'est poursuivi sans écrit, qui n'a pas été renouvelé. C'est le gros danger. C'est pour ça qu'on évite souvent la reconduction tacite, parce qu'il n'est pas finalement remis à jour chaque année. Donc c'est un peu problématique. Après, du coup, les éléments connus, c'est la durée de la relation, le volume de l'affaire entre les parties, la part que l'on représente chez le partenaire économique. Donc effectivement, si on est son seul client ou pas, en général, on inclut dans nos contrats que le client doit normalement ne pas, diversifier sa clientèle ou son champ. Donc normalement, ça n'existe pas, mais voilà, il faut faire attention, je crois, à ces 3 éléments, si je ne me trompe pas. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le fait. On a une fiche réflexe qu'on envoie à nos acheteurs et à nos... Alors, c'est plutôt les acheteurs en l'occurrence, mais ça peut arriver aussi dans les contrats commerciaux. Mais voilà, on essaye vraiment de leur... Avec un questionnaire, justement, où on leur dit, combien vous pesez chez ce fournisseur, quel est le chiffre d'affaires, depuis combien de temps est liée la relation commerciale, parce qu'en fait, effectivement, là, on ne va pas prendre le contrat, mais bien la relation commerciale. Donc, du coup, ça peut vraiment... voilà. Et puis après, c'est la jurisprudence qui a plus ou moins fixé la durée du préavis raisonnable. Je pense que j'aimerais rebondir là-dessus. C'est de l'appréciation quand même. Une des questions que j'ai, c'était est-ce que le juge, déjà sur le prix, est-ce qu'il est compétent pour apprécier ça, et est-ce qu'il est compétent notamment pour apprécier la rupture de la relation? Il faut savoir que le juge du commerce n'aime pas ça. Déjà, le juge au commerce, il est commerçant. Donc, 2 commerçants pour lesquels le lien de confiance est brisé, déjà, voilà, c'est pas l'objectif. Concernant la rupture brutale, c'est pareil, c'est quand même une bizarrerie franco-française. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est un texte qui a rempli les tribunaux de commerce depuis des années. Beaucoup d'opérateurs se sont reposés sur ce texte pour solliciter des délais complètement délirants de rupture. Et aujourd'hui, le juge a pris conscience que ce n'était pas à la loi de venir réglementer cette sortie de contrat. Et le juge est de plus en plus sévère sur l'appréciation du délai. Donc déjà, avant, on disait à nos clients, pour avoir une première idée, vous prenez 1 mois par année d'ancienneté. Les statistiques, aujourd'hui, nous disent plutôt 0,8. Donc déjà, il faut savoir que dans l'esprit du juge, c'est pas donner du délai pour donner du délai, parce que naturellement, aujourd'hui, c'est utilisé pour avoir de fortes indemnités. Donc ça, c'est un point important à savoir. Et puis, pour rebondir aussi par rapport tout à l'heure aux clauses de renégociation, je pense qu'il faut anticiper aussi la fin de la relation. Souvent, on a des clauses de fin de relation. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait de la marque et le stock de produits, qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on détruit ce qui reste ou pas? Donc, en fait, ça peut être intéressant d'un point de vue contractuel de venir nourrir aussi le contrat de la façon dont doit se passer la rupture brutale, parce que c'est fini. Le juge ne sera plus la solution miracle à la fin d'une relation, et c'est important de bien négocier les contrats là-dessus. Et d'où l'importance, encore une fois, de ces clauses de conciliation et ou de médiation. Tu me fais la transition, du coup. Bon, on va terminer, du coup, on va passer sur ce dernier point qui était les clauses d'attribution et d'arbitrage. Je pense que tu voulais nous parler un peu de ces 2 clauses. Le temps passe, donc vraiment très rapidement. Je pense qu'il est important pour tous ceux qui vont conclure un contrat ou qui vont l'écrire, de bien se poser la question, de se dire, le jour où ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? Alors le qu'est-ce qu'on fait, c'est avant d'aller devant le juge, c'est de se dire, est-ce qu'on se remet autour de la table déjà pour discuter? Premier point. Si on n'arrive pas à discuter ensemble autour de la table, est-ce qu'on se met autour d'une table avec un tiers de confiance, un médiateur? Il existe pléthore d'institutions qui proposent justement des centres de médiation. Et puis si malheureusement on n'arrive pas ni à concilier ni à médier,
eh bien, on va devant le juge. La question est quand même pertinente de se dire déjà, on va devant quel juge ? À la fois le juge judiciaire ou le juge arbitrage, je m'expliquerai sur la différence. Et sur le juge judiciaire, il faut quand même se rappeler qu'on peut choisir le juge territorialement compétent, entre commerçants j'entends. Donc demain, vous êtes à Belfort, vous pouvez très bien dire que le juge compétent sera le juge de Lyon, de Paris, de Rennes, etc. Un point de vigilance quand même, c'est que pour les notions qu'on a abordées tout au long de cette vidéo, c'est déjà l'article sur le déséquilibre significatif, sur la rupture brutale, l'avantage sans contrepartie, etc., ne peut être apprécié que par 8 juridictions spécialisées. Alors je ne les ai pas toutes en tête, mais en gros c'est Lyon, Paris, Rennes, Lille, etc. Donc c'est vrai que déjà, si moi je conseille vivement de mettre comme juridiction spécialisée, comme juridiction dans votre clause attributive de compétence, une des 8 juridictions spécialisées. Comme ça, vous évitez déjà tout débat sur je vais devant quel juge et quel article, etc. Déjà, c'est beaucoup plus facile. Sachez quand même que par contre, il n'y aura qu'une seule cour d'appel compétente. Dans ce cas-là, ça sera uniquement la cour d'appel de Paris. Ça, c'est le premier point, c'est que si on choisit le juge étatique, choisissez un des 8 juges des juridictions spécialisées. En revanche, va se poser aussi la question de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est méconnu, on va dire, des plus petits acteurs économiques, mais surtout des entreprises un peu plus importantes comme Carrier, qui l'utilisent ou pas peut-être, mais en tout cas, l'arbitrage va avoir des avantages et des inconvénients. Le principal avantage de l'arbitrage, c'est sa confidentialité. Ça veut dire que lorsque vous allez faire appel à un juge, un tribunal arbitral, ce sont des juges qui vont être payés, contrairement au juge étatique qui, lui, est gratuit. L'avantage, ça sera que la sentence qui va tomber, on appelle ça une sentence et pas un jugement, elle sera confidentielle, par nature. Deuxième avantage, c'est la rapidité de l'arbitrage. Lorsque vous vous embarquez dans une procédure judiciaire, aujourd'hui je vais faire des généralités, mais on en a pour 2 ans devant un tribunal judiciaire ou un tribunal de commerce, 2 ans pour aller en appel, et puis en moyenne 2-3 ans aussi sur la cour de cassation. Donc on arrive tout de suite à des longueurs entre 4 et 8 ans, et encore ça dépend des procès, ça peut aller encore au-delà. Devant le tribunal arbitral, ça sera entre 12, en général c'est 12 mois, ça peut aller jusqu'à 14-16 mois en cas de prolongation de la mission, mais c'est quand même très rapide, et l'appel par principe n'est pas possible. Les circonstances pour faire appel, les conditions sont extrêmement restrictives, donc ça veut dire qu'en 12 ou 14 mois, vous avez une décision définitive, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise. L'inconvénient de l'arbitrage, c'est son coût, nécessairement, puisque là, on va distinguer les arbitrages un peu plus institutionnels, où vous allez faire appel à des centres d'arbitrage, comme la CCI, typiquement. Vous aurez un barème selon les montants en jeu. Et puis, vous aurez les arbitrages dits ad hoc, donc des arbitrages vraiment constitués pour le cas contentieux qu'on envisage de faire. Et là, on va faire appel à 1 ou 3 arbitres. Et dans ces cas-là, ça peut être très vite très onéreux. Donc on va préconiser ces arbitrages en interne lorsqu'on est avec des partenaires économiques d'une certaine taille, qui veulent eux-mêmes clôturer un contentieux en 12 mois, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, en espérant le gagner évidemment. Mais la question mérite d'être posée entre arbitrage ou saisir le juge étatique. Et si on décide de saisir le juge étatique, encore une fois, pensez bien à la cause de conciliation et ou médiation. Et puis derrière, se poser la question de quel juge va nous juger. Très clair. Est-ce que vous vouliez un petit mot de la fin sur ce point-là ? Je pense qu'elle peut être très utile, notamment quand on est dans une entreprise internationale, parce que comme on a le souci de justement ne pas être entre deux acteurs économiques en France, elle peut se solder beaucoup de discussions et être très claire. La CCI s'est reconnue, voilà. Alors effectivement, le coût est toujours une question, mais en tout cas, dans un contexte international, je pense qu'elle est très utile. On l'utilise notamment dans ces contextes-là. À la base, l'arbitrage, c'est ça. Oui. C'est régler les conflits internationaux. C'est juste que l'arbitrage, c'est invité dans le droit interne, et ça peut être très bénéfique dans certains cas. Et puis, parfois, certains acteurs s'en servent justement pour dissuader la partie de l'attaquer. Donc, c'est un petit peu l'abus des clauses d'arbitrage. Très bien. Merci à tous les trois. Elvire ? Non, en fait, nous, il y a 2-3 petits outils spécifiques dans les relations industrie-commerce sur les médiateurs, avant tout litige, qui là, leur intervention a été renforcée dans le cadre des cabinets 3, mais c'est pareil, il faut faire un cours de droit là-dessus. Mais la médiation interentreprise est très sollicitée en ce moment du fait de l'inflation. Ok, super. Merci beaucoup à tous les trois. On arrive à la fin de cette heure. Merci à vous tous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On est notamment très présents sur LinkedIn.
On partage beaucoup de contenu sur le contract management, sur les legal ops, sur les legal tech évidemment, le legal design, bref, un peu tout ce qui peut aujourd'hui servir à des juristes et des avocats modernes et qu'on vous a pas forcément enseigné dans vos études à la fac. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre. J'aurai le plaisir de recevoir ici aux Clés de Juliette, qu'on remercie également encore une fois pour leur accueil, Gilles Sabat, qui est avocat compliance à Lyon, qui fait partie de la commission compliance, qui a d'ailleurs sorti un livre blanc sur le sujet très récemment, et un livre, donc un expert lyonnais, avocat lyonnais de la compliance, et Frédéric Cordel, qui a monté sa boîte de consulting en compliance, qui est issue initialement de l'audit, et qui a bifurqué sur la compliance, et qui produit notamment pas mal d'applications no-code pour ses clients, pour des sujets compliance. Donc j'aurai le plaisir de les recevoir. Ce sera donc le thème de l'émission d'avril. Voilà. Je pense que c'est tout bon pour nous. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à faire passer, si c'est l'occasion, si vous avez un message à faire passer à nos spectateurs, spectatrices. Pas de message particulier, mais encore une fois, un grand remerciement chaleureux à Legal Pilote, à toi Valère, et évidemment aux Clés de Juliette de nous avoir si bien accueillis. Merci beaucoup. Merci. C'était un grand plaisir. Merci à tous. Au revoir, et très belle journée. Au revoir. Au revoir.